Bâties pour impressionner, cherchant à éblouir par leur faste, certaines églises ont beaucoup investi dans leur opulence sans penser au lendemain. Immobiles, figées dans le temps et la certitude de leur mission, les églises n'ont pu s'adapter alors que tout autour, la société changeait. Trouver une nouvelle vocation répondant aux attentes de la communauté d'aujourd'hui n'est pas facile. Il faut aussi réfléchir aux besoins en fonction des exigences matérielles et financières de demain. Un tel exercice demande des consultations, une réflexion, du temps et surtout, le droit à l'erreur. Orgues, architecture, fresques, œuvres d'art, certaines églises contiennent des trésors d'hier qui sont menacés par le destin de demain. Que peut-on conserver? Que doit-on conserver? Comment en décider? Dans le cadre du Conseil du patrimoine religieux du Québec, dans le programme de financement, il y a des cellules. C'est-à-dire que moi, je faisais partie de la cohorte. Donc, on se rencontrait à chaque semaine. Tous les agents qui gèrent des projets à travers le Québec, on est à peu près 22 projets actuellement en requalification. On se rencontrait à tous les vendredis matins. Et là, ils nous présentaient des firmes qui pourraient nous accompagner éventuellement dans ce type de projet-là. Des cas actuels de villes qui ont fait des projets de requalification avec des bons et mauvais coups, parce que des fois, quand on fait un projet, c'est pas toujours une réussite, on peut se planter. Et c'est là que j'ai vu une présentation d'Entremise. Entremise, qui est une firme qui s'occupe de l'occupation transitoire, qui est une pratique innovante au Québec, même au Canada, je dirais, là, c'est peu utilisé. C'est une pratique qu'on retrouve beaucoup en Europe. C'est actuellement, on a un problème, l'Église est occupée, mais pas à son plein potentiel, puis on veut en faire un projet périn d'ici 5-6 ans. Bien, entre ça, y a-t-il moyen qu'on l'occupe, puis qu'on la fasse vivre? Bien, c'est là qu'Entremise répond à la situation. Et en plus, c'est une firme spécialisée en architecture du patrimoine. Ils ont déjà fait des projets en lien avec les églises. Et donc, c'est comme ça qu'on a débuté à les contacter. Le grand problème ou le grand défi au Québec, c'est le nombre. C'est le nombre par rapport à la densité de population. On a beaucoup de bâtiments religieux, puis par rapport au nombre à la densité de population, finalement, on se retrouve avec un trop grand nombre de bâtiments par rapport à la population actuelle. Je pense qu'on a plus de bâtiments patrimoniaux par rapport à l'échelle de la population québécoise comparativement à l'Europe. C'est quand tu as une église dans un village, tu as une église pour un village de 8000 habitants. Tu n'as pas 5 églises dans un village de 8000 habitants, comparativement à ce qu'on a ici au Québec. Notre développement d'affaires, c'est assez organique, puis c'est à travers des présentations du processus de l'occupation transitoire. Ce qu'on a proposé, en fait, c'est d'insérer la démarche d'occupation transitoire, justement, pour tester les usages, expérimenter avec le lieu, expérimenter avec la communauté, pour pouvoir adapter le projet d'architecture à un modèle d'affaires qui va être viable et qui va fonctionner, en fait, qui va pouvoir être pérennisé. Construite en 1893, l'église de l'Assomption de Notre-Dame de Grande-Rivière est la plus grande église de la MRC du Rocher-Percé. En 1902, l'édifice est entièrement achevé, complétant ainsi la finition intérieure selon les plans de David Ouellet. Elle se distingue par son architecture de cathédrale et elle a une capacité de 1500 places assises. Depuis 2009, elle est citée comme immeuble patrimonial par la ville de Grande-Rivière. Ce qui est intéressant de cette pratique-là, c'est que les transformations n'auront pas d'impact sur l'architecture du bâtiment. C'est transitoire. Donc, c'est temporaire. Ça pourrait être même qualifié d'éphémère, dans le sens que ça va avoir une durée de vie. Avec le projet du lendemain pour notre Église, c'est que nous avons déjà établi une certaine liste d'usages qu'on souhaiterait que ça se fasse dans le projet périn. Comme par exemple, il avait été sorti dans les consultations, on aimerait un café communautaire pour des formations, causeries, etc. Il nous manque une salle pour des rassemblements de 300 personnes, pour des soupers à saveur communautaire. Tous ces usages-là, on va décider, là, on va faire une phase test. On va peut-être commencer avec la salle qu'on va transformer tranquillement. Donc, peut-être qu'il va y avoir des bancs qui vont disparaître. Entre guillemets, je dis, ils ne vont pas disparaître pour toujours, mais ils vont peut-être disparaître pour toujours, mais du moins commencer à tester ça pour montrer aux gens, oui, on va pouvoir commencer à utiliser la grande salle, oui, pour la pratique religieuse, mais également pour l'usage plus communautaire. Parce que si déjà on commence déjà à l'occuper, puis que ça diminue déjà le fardeau financier,
autant de la fabrique que peut-être de la municipalité, qui va en devenir peut-être propriétaire, beaucoup dans le peut-être actuellement. C'est beaucoup en réflexion tout ça. Qui va être le maître d'œuvre de ce beau projet-là? Mais je vous dirais qu'on n'est pas sûr et certain qu'on va atteindre tout de suite une rentabilité financière. Puis j'aime pas dire non plus que ce projet-là va être rentable, car il va être rentable, mais sur plusieurs aspects, tant dans la vie citoyenne que du point de vue financier en tant que tel, car ça ne peut pas être pire que la situation actuelle. On retrouve les orgues non seulement comme on a l'habitude de le penser dans les églises, mais de plus en plus dans les salles de concert. C'était pas tellement de tradition ici au Québec, contrairement en Europe, mais de plus en plus, au Palais Montcalm, le Palais Montcalm a maintenant son Casavant, la Maison symphonique aussi. Dans les églises, on le sait, il y en a beaucoup qui ferment. On a vu par exemple à Québec l'orgue de Saint-Charles de Limoilou, qui avait été inauguré par Marcel Dupré, un grand organiste français, qui a été vendu à une paroisse norvégienne. Bon, c'est pas une mauvaise chose dans le sens où c'est un instrument qui ne jouait plus et qui là-bas reprend une deuxième vie. En effet, on voit plusieurs églises qui ferment et les instruments soit restent là, soit sont transférés dans d'autres églises aussi à l'occasion. Alors ça, c'est une avenue qui est intéressante. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'églises, notamment en région, qui n'ont pas d'instruments. Alors ça, c'est une avenue intéressante. C'est sûr que les orgues d'église servent au concert, mais servent surtout pour la liturgie. Alors dans un contexte où les gens vont de moins en moins à la messe, c'est sûr que les églises ferment, il y a de moins en moins d'organistes qui sont formés aussi. Dans l'avenir, je pense qu'on va voir de moins en moins d'instruments qui vont être joués. Ça, c'est pas mal sûr. L'édifice religieux possède un orgue Casavant de 1954, acheté au prix de 26 750 $. En 2010, son coût d'acquisition aurait été, selon les chiffres de Casavant Frères Limités, de l'ordre de 800 000 $. Avec ses 3 claviers, ses 35 jeux, son pédalier complet et ses 2030 tuyaux, l'opus 2259 de Grande-Rivière est l'un des plus gros orgues de la Gaspésie. Le curé de Nouvelle, en 1935, achète un orgue de la maison Casavant. Et quand on vient le rencontrer, on dit, ben, vous voulez avoir combien de tuyaux, votre orgue, là? Et lui, il dit, l'église de Carleton a combien de tuyaux? Ah, elle en a 18, mais moi, j'en veux 20. C'est un exemple qui montre comment que, les curés vraiment se jalousaient entre eux. Hein? C'était aussi humain. La rencontre hier, ça a bien été. Ouais, c'est le Vous avez fait quoi? On a creusé des bonnes questions. On est allé dans le plus profond du sujet. Ça a vraiment... Pour vrai, ça a quand même aidé. Okay. On a chatouillé un peu la fabrique parce que là, il faut signer des ententes. Puis, ouais, on est rendu là. On est dans le contexte d'innovation, d'essais-erreurs, d'études de marché. Donc, tout ce qu'on va tester ici dès demain, dès aujourd'hui, en fait, va déjà être garant de l'avenir. Si on voit que ça fonctionne, c'est que ça va fonctionner. Donc, on va assurer l'avenir du bâtiment. Pour moi, ça, c'est sans équivoque. Des avantages, bien, en faisant partie de l'essai-erreur, il y a des risques. Donc, je pourrais vous dire, c'est plus ce côté-là qui sort du moule, du cadre, qu'on n'est pas habitué de naviguer là-dedans, surtout quand on parle de municipalité, d'MRC, de ministère, gouvernement. C'est toutes des structures qui ne sont pas habituées à travailler de cette façon-là, puis que là, on doit les secouer un petit peu, puis les emmener du côté de l'innovation, du funky, Hey, on réfléchit autrement pour s'assurer qu'un bâtiment qui a été réfléchi comme ça devient un bâtiment réfléchi autrement pour un usage différent, mais conservé. Il n'y a pas un réseau qui fait en sorte que toutes ces églises-là se parlent, même s'ils sont sous le même diocèse. Actuellement, la notion de requalification n'est pas abordée, ou en tout cas, à ma connaissance, n'est pas discutée entre elles. Sauf que là, ce qu'on se rend compte, que même en 2018, la réflexion du statu quo n'a même pas réveillé encore certaines fabriques, car il est facile de rester dans ses pantoufles bien au chaud. Mais quand on arrive au cas, comme ici à Grande-Rivière, que la facture de chauffage est tellement importante qu'on n'est plus sûr si on va être capable de payer autre chose.
ben là, il faut réfléchir à une solution. Ils ne font pas nécessairement de gaieté de cœur, car, comme je vous l'ai dit, ce bâtiment-là est chargé en émotions, même par ceux qui le gèrent. C'est pas évident de dire qu'on transforme ou qu'on requalifie ou qu'on pense même à le faire. Ce que je dis, c'est de ne pas attendre trop tard. Commencez dès maintenant, car la démarche est longue. C'est pas simple. Pour moi, un projet qui va être porteur doit être porté par la population. Ça ne doit pas être réfléchi par quelqu'un dans un bureau, fermé ou à huis clos, puis fait par une petite équipe. Ça doit être fait tout le monde ensemble. On travaille tous ensemble, la communauté, à faire en sorte que ce lieu-là, communautaire, créé par les bâtisseurs d'ici, soit redonné aux gens d'ici, puis qu'il soit préservé. On nous apprend, pour je ne sais trop quelle raison, que pour qu'un projet fonctionne, il faut déjà avoir une idée du résultat. Pour nous, c'est plutôt de se dire, pour qu'un projet fonctionne, il faut avoir un processus clair, mais le résultat ne vient que par l'expérimentation. Puis il faut laisser place à l'expérimentation pour faire émerger des initiatives, faire émerger finalement un projet auquel personne autour de la table aura pu réfléchir d'avance en étant assis seulement autour d'une table. Il faut expérimenter, il faut être sur le terrain, il faut rencontrer des gens, il faut se faire des soupers, se faire des banquets dans le lieu. C'est ça, créer des moments d'interaction, puis réinscrire ces lieux-là dans une quotidienneté pour éventuellement faire émerger des projets. Puis il faut sublimer ça, il faut arrêter d'avoir peur de faire des erreurs. C'est la clé. Ça se peut qu'on teste des choses, puis qu'au final, on se rende compte que ça marche pas. OK, ça marche pas. Comment est-ce qu'on peut faire que ça marche? On le voit à Montréal, les gens vont faire 1001 études. C'est tellement plus rassurant et réconfortant de faire des études de faisabilité, de faire des ébauches de plans sans jamais se mouiller sur la structure, la gouvernance, sur réellement comment le projet va se construire. C'est bien plus rassurant d'engager une firme X pour nous faire un projet X. On a ça, on met ça dans nos dossiers. On engage une firme Y pour nous faire une proposition Y. On a ça, on met dans nos dossiers. On bâtit finalement un peu du vent parce qu'on a juste peur de franchir la prochaine étape qui est d'essayer puis voir si ça marche ou pas. Un architecte aurait pu estimer et dire « Ah oui, un café, 500 pieds carrés pour le café, 1500 pieds carrés pour la salle multifonctionnelle. » Mais c'est en le testant qu'on réalise l'ampleur de la grandeur, puis on réajuste en fait ce programme fonctionnel et technique-là autour des besoins réels. Donc, l'occupation pour nous est vraiment au cœur du processus, puis c'est à travers l'occupation qu'on va définir le modèle de gestion, le modèle de gouvernance, qu'on va être capable de rattacher du financement, puis peut-être qu'à travers le processus d'occupation, on aura trouvé d'autres partenaires, encore là qu'un professionnel en aménagement, architecte, urbaniste, n'aurait pas pu déceler ou trouver assis à sa table à dessin à Québec, à Rimouski ou à Montréal. C'est en étant sur le terrain, puis en rencontrant les gens qu'on développe un projet complet qui va être périn.